Bonjour à tous. Euh, Monsieur le député cher Noël Mamère, mesdames et messieurs les parlementaires venus parfois de l'étranger, monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda en France, cher Jacques Caballet, mesdames et messieurs les maires de France qui sont ici présents, monsieur le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, cher Jean Damascène Bizimana, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, chers justes qui sont venus spécialement du Rwanda en Europe pour la première fois, chers rescapés, parfois venus également spécialement du Rwanda, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui au Sénat français pour le colloque Génocide contre les Tutsis, la vérité maintenant. Le moment est véritablement historique et je veux que chacun ici prenne bien conscience du caractère exceptionnel de cette journée. Nous sommes rassemblés, militants d'Europe, en particulier de France et du Rwanda, parlementaires d'Europe, de France et du Rwanda. Et je tiens à saluer particulièrement la présence du professeur Laurent Nkouzi, sénateur du Rwanda et représentant du Parlement rwandais, ici présent aujourd'hui. Nous sommes des historiens, des anciens soldats, des grands témoins, engagés depuis longtemps. Je regarde Patrick de Saint-Exupéry dans la cause, ou qui nous ont rejoints depuis plus récemment. Je vois Hugo qui arrive un tout petit peu en retard. Mais tous, ensemble, réunis aujourd'hui. Et comme vous le savez, il n'a pas été facile d'organiser cette réunion aujourd'hui, de parler normalement du génocide contre les Tutsis au Rwanda et de son actualité. Dans ce que je pourrais appeler le camp d'en face, ils n'ont pas ménagé leur peine pour faire en sorte de nous faire taire. Et c'est Patrick qui a rappelé souvent cette citation d'Étienne de la Boétie dans La servitude volontaire qui dit « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Mais nous avons décidé ici, collectivement, tous, de ne pas être à genoux. Nous en payons le prix, mais ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Nous en payons le prix quand, de fait, le ministère des Affaires étrangères supprime la subvention que, traditionnellement, il attribue au mouvement antiraciste européen. Mais ça ne nous arrête pas parce que nous continuons, en France, comme partout en Europe, de lutter contre toutes les expressions de racisme, d'antisémitisme, de discrimination, de négationnisme. Vous avez tous entendu parler de cette rocambolesque et ridicule affaire de l'annulation brusque de la salle que nous avions réservée à l'Assemblée nationale depuis 4 mois. Annulation donc par le groupe socialiste, le lendemain des invitations envoyées aux sénateurs et députés pour venir intervenir. Malgré cela, nous arrivons à tenir ce colloque dans un haut lieu de la République. Et je tiens d'ailleurs à remercier Esther Benbassa, toute l'équipe de Noël Mamère pour ça. Je tiens particulièrement à remercier toute la ténacité de l'équipe du mouvement antiraciste européen, que vous verrez aujourd'hui, et également de Noël Mamère et de toute son équipe, grâce à qui nous pouvons tenir ce colloque aujourd'hui. Nous payons également le prix parce que nous avons dû faire face, y compris en dernier instant, au refus de l'attribution des visas aux justes. Alors s'il ne faut pas tomber dans l'écueil de la paranoïa, pas plus que dans celui de la naïveté, c'était quand même pas normal que cela se passe, mais nous avons pu faire en sorte qu'ils aient bien leur visa, car de très nombreux députés et députés européens se sont mobilisés, et immédiatement, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir leur visa et être présents parmi nous aujourd'hui pour la première fois en Europe de nouveau. Soyez les bienvenus. Nous devons faire face au discours négationniste et à ces différentes évolutions. Mais nous savons le dénoncer, nous savons le débusquer, nous savons le déconstruire, et j'espère, grâce à la suite de la récente décision du Conseil constitutionnel, que le négationnisme contre le génocide des Tutsis pourra enfin bientôt être pénalisé en France. Nous devons également faire face à plusieurs stratégies d'évitement, comme avec cette précipitée et vraie fausse libération des archives le 7 avril dernier, qui évidemment ne concerne aucunement aucun acte important, c'est-à-dire aucun acte qui est aujourd'hui pénalement répréhensible. Mais malgré ça, nous arrivons dans les organisations politiques, notamment grâce aux organisations de jeunesse, dans les organisations syndicales, dans les associations, dans les grands médias, et également dans des temps comme celui-ci aujourd'hui, de parler de l'actuel du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et si nous nous confrontons presque au quotidien à tant de difficultés, et si nous décidons
justement de nous y confronter, de continuer à avancer, de ne pas être à genoux, c'est parce que nous touchons là, nous le savons bien, à ce qui est une véritable affaire d'État. Pour le dire simplement, il y a quelques individus, de droite comme de gauche, qui, au cours du second septennat de François Mitterrand, ont collaboré avec les génocidaires du Hutu Power, avant, y compris pendant le génocide, et également après le génocide. Et depuis 21 ans maintenant, c'est un lourd silence qui règne au plus haut niveau de l'État. Un silence tout d'abord sur la responsabilité de ces individus. Ce n'est pas à nous, c'est à la justice de dire si ces responsabilités font culpabilité. Mais pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle agisse enfin. Il faut qu'elle arrête de ne pas passer. Un silence sur le racisme qui a permis le crime. Un silence sur l'impunité dans laquelle vivent très nombreux génocidaires exfiltrés par l'Église ou par l'armée et qui vivent en France, en toute impunité. Silence sur l'indifférence d'alors. Silence également sur toutes les représentations coloniales. Silence sur les alliances qui ont continué, et j'ai envie de dire qui continuent, jusqu'à aujourd'hui. En peu de mots, un silence sur cette véritable affaire d'État. Et c'est ce silence qui fait en sorte que les responsables aujourd'hui se soustraient à la justice, qui fait en sorte qu'il soit difficile pour les rescapés au Rwanda, et ceux d'entre nous qui vont intervenir tout à l'heure, et qui les ont rencontrés, savent à quel point notre parole ici est importante, à quel point le silence qu'il peut y avoir au plus haut niveau de l'État français les empêche de se reconstruire tranquillement, j'ai envie de dire normalement, même si dans le cas d'un génocide, c'est que normal, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ce silence qui fait en sorte que le racisme et que ces représentations coloniales puissent continuer à perdurer. C'est ce silence, en résumé, qui fait en sorte que cette histoire génocidaire, qui a commencé en bonne partie à Vichy, qui s'est poursuivie en Bosnie, avec Srebrenica notamment, et l'épuration ethnique en Bosnie, en passant par le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, que cette histoire-là, justement, perdure. Et c'est donc pour cela qu'il nous faut briser le silence. Même si ce n'est pas simple, parce que ce silence-là a des alliés qui sont toujours puissants, ou en tout cas influents, qui agissent dans différents milieux, et au niveau politique, à droite comme à gauche. Je pense en particulier à Hubert Védrine, responsable, s'il en est, de la politique de collaboration avec les génocidaires, et pourtant invité vedette de la dernière université d'été du Parti socialiste. Je pense à Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères en 1994, et depuis très grand défenseur d'une certaine idée de l'honneur de la France, c'est-à-dire en gros du silence et du déni, et qui malgré cela est candidat à la candidature à l'élection présidentielle pour la droite. Il y a donc beaucoup de force de l'autre côté, mais nous avons ici, et la journée d'aujourd'hui, les personnes assises dans la salle le représentent bien, également beaucoup de force. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour faire en sorte de poser une parole de vérité contre un silence qui est un silence mortifère. Nous sommes ici justement pour emporter cette bataille, cette nouvelle étape, cette nouvelle bataille de, j'ai envie de dire, la France de Vichy contre la France des Lumières. De manière plus générale, de la démocratie contre le racisme. Nous sommes ici pour faire en sorte que cette histoire génocidaire s'arrête. Nous sommes ici pour faire en sorte que les représentations coloniales, racistes, soient déconstruites, pour qu'elles arrêtent de se transmettre, pour faire en sorte que nos États fonctionnent de manière plus transparente, c'est-à-dire plus démocratique, pour faire en sorte de renouveler un certain rapport de la France et de l'Europe à l'Afrique et au-delà au reste du monde, débarrasser justement de ces représentations coloniales, pour rendre hommage aux soldats français qui ont désobéi aux ordres pour sauver des vies pendant le génocide, pour faire en sorte d'aider les rescapés à se reconstruire et pour également connaître et rendre hommage aux justes et à leurs actions héroïques. Pour tout cela, ce qui est un lourd cahier des charges, mais qui est possible pour nous justement réunis, pour tout cela, il nous faut écouter la voix de la jeunesse. La voix de la jeunesse qui justement s'est unie en Europe, en France, au Rwanda, attachée aux mêmes valeurs qui sont celles des droits de l'homme, portant un même discours, y compris et surtout sur les génocides, et j'ai envie de dire surtout qui nous offre une perspective d'avenir, qui nous indique un chemin de fraternité, qui nous dit comment il est possible ensemble pour nos sociétés, au-delà de la jeunesse,
de pouvoir se construire un avenir en commun. Je vous le dis ici, le temps que beaucoup ont connu, engagés depuis longtemps dans le combat, le temps de la solitude et d'une certaine marginalité, ce temps-là est terminé. Et nous entrons aujourd'hui dans le temps qui est celui de la force collective, la force internationale, et la force surtout au service de la justice. Aujourd'hui, c'est une première étape. C'est un moment qui, pour toutes ces raisons-là, est un moment historique. Nous avons un rude combat à mener, un combat contre le temps pour faire en sorte que la justice passe, un combat contre le silence pour faire en sorte que la vérité soit dite. Et je suis absolument convaincu que, ensemble, avec toutes nos diversités, avec toutes nos différences, des dirigeants politiques de différents pays, de différents groupes politiques, des militants, des historiens, des anciens soldats, des journalistes, des justes, des rescapés, des personnes qui rejoignent le combat ou d'autres qui vont rejoindre le combat justement dans les semaines à venir, je suis absolument convaincu que nous pouvons remporter ces batailles-là. Donc aujourd'hui est un moment particulier, historique. Je vous remercie beaucoup tous d'en faire partie. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Noël Mamère, que je remercie de nouveau pour son engagement sans faille sur le sujet. Et j'ai envie de dire à tous, profitons-en, profitons de cette belle journée ensemble pour, tout au long de la journée, avec nos différentes voix, faire éclater la vérité ensemble. Nous nous sommes rencontrés il y a, je crois, une petite dizaine d'années. À l'occasion, tu avais organisé un voyage au Rwanda avec l'Union des étudiants juifs de France sur un principe qui était extrêmement intéressant, plutôt que la concurrence des mémoires, les mémoires qui viennent s'additionner, fusionner pour créer une histoire, pour que les leçons du passé puissent être transmises. J'avais trouvé ce principe extrêmement intéressant. Je vous avais accompagné, vous étiez jeune, vous étiez rentré dans cette histoire du Rwanda. Vous y êtes toujours et de plus en plus nombreux, puisque de nombreux autres sont là aujourd'hui. Pendant ce voyage, moi, je me souviens d'une scène qui m'avait extrêmement marqué. Un des jeunes de la délégation des étudiants juifs de France, des jeunes étudiants juifs de France, c'était un moment écroulé pendant le voyage. Nous avions visité des mémoriaux, entendu des témoignages, rencontré des gens. Et ce jeune, je crois qu'il s'appelait David, mais je me trompe peut-être sur son prénom, dans un minibus, dans le minibus qui nous transportait, avait eu ces mots. Très très choqué, je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. Ce sont des mots très forts. Ce sont des mots marquants, ce sont les mots qu'a entendu le conseiller de Roosevelt en 1943, si j'ai bonne mémoire, lorsque un représentant des Juifs d'Europe est venu lui dire, lui rendre compte de la situation de la Shoah en train de se produire. Le mot n'existait pas encore, mais de la Shoah en train de se produire. Et ce conseiller de Roosevelt avait eu ces mots: je ne dis pas que vous mentez, mais je ne peux pas y croire. Voilà, pour moi, ce sont des marqueurs, ces petites scènes, ces petits détails, ces petites réactions, ce sont des choses extrêmement importantes, parce qu'elles disent une autre chose encore. Et là, c'est un historien qui a fait une somme absolument incroyable sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai malheureusement oublié son nom, mais je suis sûr que Jean-Pierre Chrétien me dira, qui a fait une somme absolument étonnante sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire de la Shoah, qui termine son œuvre magistrale, qui fait 1300 pages. Voilà, l'extinction des Juifs d'Europe, merci. La destruction des Juifs d'Europe. Voilà, Raoul Lilberg, qui termine sa somme de 1300 pages avec ces quelques mots: au Rwanda, il s'est produit un génocide pur. Un génocide pur. Cette notion-là, Jean-Pierre Chrétien l'avait déjà, historien français, l'avait déjà avancé dès avant les événements, en mettant en valeur le risque de ce qui allait se produire. Mais il sera là cet après-midi, il pourra en parler lui-même et bien mieux que moi. Moi, ce qui me frappe depuis le début, c'est-à-dire, moi, je fais partie maintenant des anciens, malheureusement, sur ce dossier. Ce qui me frappe depuis le début, c'est la gêne. Cette histoire rwandaise provoque en France, en particulier, une gêne absolument
incroyable, une gêne omniprésente, une gêne perceptible de tout temps, à tout moment, avec une infinie de petits détails. Benjamin mentionnait la difficulté, enfin l'Assemblée nationale qui refuse cette salle pour avoir cette discussion ici au Sénat, cette difficulté pour les justes, pour avoir leur visa. Mais ça, ce sont deux détails, mais moi j'ai été très frappé récemment par un autre détail que j'ai trouvé absolument inadmissible, pour dire les choses comme elles sont. Le ministre du Travail, l'ancien ministre du Travail, François Rebsamen, reprend sa mairie à Dijon. Très bien, il a le droit de quitter ses fonctions de ministre et de revenir à Dijon en tant que maire, de reprendre son poste, pourquoi pas. Mais l'inauguration d'une stèle en mémoire des événements de 1994 était prévue, organisée, acceptée par l'ancienne mairie. Et il n'est pas encore en fonction, François Rebsamen, à la mairie de Dijon, qu'il annonce l'annulation stricto sensu de l'inauguration de cette stèle. Une simple stèle en hommage à 800 000 personnes exterminées au Rwanda en 1994. C'est stupéfiant, c'est, au sens propre du terme, inadmissible. Inadmissible. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, en 2015, pardon, j'avais même du mal à retrouver la date, en 2015, un ancien ministre, maire d'une grande ville, puisse d'autorité annuler un monument dont la simple fonction est de marquer une histoire qui s'est produite. Il n'y a là rien de politique. Si un pays n'est pas capable de rendre hommage à des gens qui ont été exterminés pour ce qu'ils étaient, si un pays n'est pas capable de marquer une attention minimum par des petits signes, je veux dire, cette stèle est importante, mais c'est un petit signe. Mais que se passe-t-il? Et comment se fait-il ce silence? Pourquoi ce silence? La marque du génocide, ce n'est pas la furie, c'est le silence. Omniprésent, Benjamin en parlait, omniprésent. Ce sont aussi ces affirmations de politiques qui, depuis 20 ans, ne cessent de vouloir esquiver le sujet, qui sont incapables d'affronter les faits, incapables de répondre non pas à des questions d'ordre général, mais à des questions précises, argumentées, qui viennent toujours utiliser des figures de style en portant à l'excès la question pour d'entrée de jeu l'invalider et ne pas y répondre. Cela fait plus de 20 ans que cela dure. Ça va encore durer, c'est une évidence. Mais moi, ce que je vois sur ces 20 années, si j'essaye de résumer en quelques mots ce qui s'est passé pendant ces 20 années, c'est que la question à la base est inévitable. Elle est inévitable. Un certain nombre de responsables ont collaboré avec les tueurs, avec les organisateurs du génocide, de responsables français de haut niveau. C'est clair, et ça ne peut pas être démenti. Et c'est bien le problème d'ailleurs. Cette politique a été menée avant, pendant et après le génocide. La question reste toujours posée. Le crime de génocide est imprescriptible. 20 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, l'on commence, parce que la méconnaissance est terrible, mais l'on commence, après 20 ans, à constater au sein de l'appareil d'État, enfin pas de l'appareil, pas parce que c'est pas un appareil, mais au sein de l'État, des contradictions qui commencent à poindre, des grippages, des difficultés. Oh, c'est pas des choses énormes, mais c'est des petites choses. Et on sent la justice bien embêtée avec ce dossier. On la sent, la justice, bien embêtée. On sent que des magistrats ont parfaitement compris de quoi il était question. Et qu'en même temps, y a le poids du politique et ils essayent de ménager un peu la chèvre et le chou, de tracer des voies de sortie soi-disant équilibrées. Mais il n'y a pas de voie de sortie équilibrée. Il n'y a qu'une voie de sortie, c'est un moment accepter d'affronter les faits. Et ça, on le sent dans la justice, mais on le sent aussi dans d'autres institutions, des grincements, des grincements. Et 20 ans plus tard, moi, ce que je vois, c'est qu'au départ, il y a un certain nombre de gens de tous bords, de tous horizons, de toutes histoires différentes
qui ont simplement dit ce qui s'est passé au Rwanda doit être compris, doit être examiné, doit être regardé, parce qu'il y a des leçons à tirer. Et il y a 20 ans, ils étaient relativement seuls. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ces petits grippages sont en train de se produire. Voilà, si j'essaye de faire un point de la situation, nous en sommes là. Ça peut paraître relativement peu. Je crois que c'est beaucoup. Je crois que pas à pas, que peu à peu, les choses sont en train de se poser. Je pense que les historiens, les enseignants, la société civile, les jeunes, peu à peu, il y a une connaissance qui s'établit. Et c'est de cette connaissance-là qu'il va être question aujourd'hui, je pense, je l'espère et je le souhaite. Ça va être cette possibilité de rentrer dans cette histoire, de l'interroger, de se poser des questions, non seulement sur cette histoire, mais aussi sur l'attitude d'un État, l'État français, par rapport à cette histoire. Je pense que c'est une question essentielle. Je pense que cette gêne est inadmissible en France. Merci Patrick. Alors juste avant de laisser la parole à Noël, je voudrais quand même qu'on accueille Barbara Romagnan, députée socialiste du Doubs, parce que Barbara, avec Noël notamment, a été quand même beaucoup au combat pour dénoncer justement toutes les difficultés qui pouvaient apparaître comme étant techniques et qui sont évidemment politiques, pour qu'on ne parle pas et qu'on ne tienne pas ce colloque. Donc je laisse la parole à Noël, et après Barbara, si tu veux dire quelques mots, je te laisserai la parole. Merci à toi Benjamin. Vous avez déjà tout dit tous les deux avec Patrick, donc je ne peux ajouter que la parole d'un politique, parce que dans ce pays, comme vous avez pu le voir, la parole des politiques est rare, qu'il s'agisse des politiques de droite comme de gauche, sur cette question tragique du génocide Tutsi au Rwanda. Au-delà de cette barbarie commise en 1994 en Afrique, et au-delà de ce génocide, l'engagement qui doit être le nôtre, il doit aller vers la reconnaissance de tous les génocides. Et donc à travers le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le combat pour la reconnaissance des génocides, c'est le combat pour la justice et pour la vérité. Et nous le devons aux victimes comme aux survivants, nous le devons à l'histoire et nous le devons à l'idée que nous nous faisons de notre pays. On ne peut pas défendre les valeurs universelles, et lorsque nous avons participé à une tragédie, une barbarie comme celle-ci, nous exonérer de nos responsabilités et pratiquer la politique de l'omerta, du mensonge, de l'évitement et du mensonge d'État. C'est la raison pour laquelle, dans le prolongement de mon métier de journaliste, où j'ai réalisé pendant longtemps, enfin j'ai présenté pendant longtemps une émission consacrée aux droits de l'homme, qui allait donc voir plutôt les victimes que les bourreaux, pour dénoncer les bourreaux et pour aider les victimes. Lorsque je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale, après cette tragédie, eh bien, je me suis engagé pour que la vérité soit faite. Nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire et comme vous le savez, le gouvernement de gauche de l'époque s'est empressé de ne proposer qu'une mission d'information qui a beaucoup moins de pouvoir d'investigation qu'une commission d'enquête parlementaire. Ce qui m'a valu quelques difficultés avec le président de cette mission d'information. Bref, comme l'a très bien dit Patrick, 20 ans ont passé, 20 ans de mensonges et 20 ans de combat, comme celui de Patrick de Saint-Exupéry ou de Benjamin, 20 ans de combat des survivants, des rescapés, 20 ans de combat des justes, il y en a ici, aujourd'hui, 20 ans de combat d'historiens. Je voudrais rendre un hommage particulier à Jean-Pierre Chrétien, ce spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, qui le premier a mis l'accent sur ce qui allait se passer et qui courageusement a dit la réalité de ce qui s'était passé et qui en plus a l'avantage d'être béglé. C'est un clin d'œil. Mais il n'y a pas suffisamment d'historiens comme Jean-Pierre Chrétien, pas suffisamment de spécialistes de ce continent qui s'engagent pour venir en aide pas simplement d'ailleurs aux rescapés, pour venir en aide à la pacification d'un pays,
pour venir en aide à un processus de réconciliation qui devrait s'engager. Je sais que c'est très difficile, parce qu'on n'oublie pas, et de toute façon, il ne faut pas oublier, la mémoire doit rester vive. Mais c'est sur cette mémoire tragique que l'on doit être capable aussi, avec l'aide de ceux qui, comme nous, pouvons le faire, que l'on doit réussir cette réconciliation, qui sera sans doute très longue, évidemment. Mais des historiens, je lisais récemment le livre d'un journaliste, grand spécialiste de l'Afrique, un auteur culte sur l'Afrique, Kapuscinski, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Ébène. Et dans Ébène, il fait référence à la question du Rwanda. Et déjà, il dit ce qui s'est passé. Et il montre la responsabilité de la France dans cette tragédie. Et ce livre, il l'a écrit très peu de temps après le génocide. Alors Patrick me disait tout à l'heure, mais pourquoi, quel déclic a provoqué ton intérêt pour ce combat? Je suis incapable de le dire aujourd'hui, de la même manière que j'ai été très bouleversé par ce qui s'est passé à Srebrenica avec les engagements qui ont été les nôtres, que je reste indéfiniment bouleversé par la Shoah et indéfiniment bouleversé par tous ces génocides qui se sont produits, mais par cette unicité. Je suis un lecteur attentif de Gunther Anders, ce philosophe qui a beaucoup écrit sur les deux grandes tragédies du XXe siècle, que sont la Shoah, que sont Auschwitz et Hiroshima. C'est lui qui parle de la honte prométhéenne. Et je pense que derrière Anders, nous devons effectivement avoir honte de cette incapacité de nos gouvernants, de gauche comme de droite, à revenir sur nos responsabilités passées. Il a fallu attendre 1995 pour qu'un président de la République reconnaisse la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. 1995. Souvenez-vous, mais il y a ici des jeunes qui ne peuvent pas s'en souvenir, ils n'étaient pas nés, du temps qu'il a fallu pour qu'un film comme Le Chagrin et la Pitié ne soit pas l'objet de censure. Souvenez-vous le temps qu'il a fallu pour que l'on reconnaisse que les troupes françaises en Algérie menaient une guerre et non pas une opération de maintien de l'ordre, comme on le répétait à l'envi dans les médias. Et regardez la difficulté que nous avons toujours à revenir sur cette période coloniale, qui est sans doute, au fond, des problèmes que l'on rencontre dans un certain nombre de nos territoires de la République. Et tant que l'on n'aura pas fait ce parcours, ce chemin vers la vérité, ou en tout cas vers ce qu'a été notre responsabilité dans le colonialisme, nous rencontrerons encore beaucoup de difficultés. Je fais référence à l'ouvrage récemment paru d'un collectif dans lequel se figure un grand spécialiste de ces questions qui a beaucoup écrit sur notre incapacité à revenir sur la période coloniale, qui s'appelle Pascal Blanchard, qui a écrit en antiphrase de celle de Renaud Camus, qui parle du grand remplacement, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le Grand Repli, et qui est très intéressant parce qu'il montre où sont les racines de ces discriminations, où sont les racines de cette ghettoisation d'un certain nombre de territoires de la République. Et si je fais ce détour par là, c'est parce que la question de la reconnaissance du génocide Tutsi au Rwanda et de la responsabilité de la France, ça fait appel au même ressort. C'est cette même incapacité, avec en plus, pour ce qui concerne le génocide Tutsi au Rwanda, des politiques qui sont toujours en responsabilité pour certains, qui ne le sont plus provisoirement pour d'autres, mais qui sont toujours là, et qui savent très bien que la menace est grande, et qui donc s'appuient sur leur réseau politique pour essayer d'éviter les incriminations. Alors, oui, il y a des petits grippages, comme le dit Patrick, qui montrent qu'aujourd'hui, un certain nombre de magistrats
ne sont pas dupes, d'ailleurs personne n'est dupe depuis le départ, mais qui font preuve d'un petit peu moins de lâcheté, ou qui commencent à avoir un peu de courage pour essayer d'enrayer cette machine à nous faire oublier, cette machine de l'amnésie. Et puis il y a des petits détails, d'autres détails comme celui de l'Assemblée nationale, où nous réservons la salle Colbert, qui est gérée par le parti majoritaire de l'Assemblée, c'est une tradition, donc gérée par le groupe socialiste. On nous attribue cette salle, et sans doute, au désespoir, au étonnement, Monsieur Leroux, Bruno Leroux, le président du groupe, découvre qu'il s'agit d'une salle prêtée à un député, à une association qui veut traiter du génocide des Tutsis au Rwanda. Il trouve un prétexte fallacieux pour nous dire que la salle est occupée pour un autre colloque. Tout ça y est, quand même, dans l'ordre du très petit, du très mesquin, qui n'est pas évidemment à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre de responsables politiques face à l'histoire et face à nos responsabilités, et la responsabilité de l'État. Donc, moi, je me réjouis que Esther Benbassa ait pu prendre le relais. Je me réjouis que quelques responsables, je pense à Barbara, quelques députés socialistes ou à Laura Slimani, quelques socialistes courageux soient ici aujourd'hui, parce que c'est pas facile, il faut le dire, pour elle, en l'occurrence. Je me réjouis qu'il y ait aussi des jeunes écolos. Je me réjouis surtout de voir des visages jeunes. Et je sais qu'une bonne partie de la journée sera consacrée à des témoignages de cette génération qui, je l'espère pour elle, sera moins lâche que la nôtre, qui aujourd'hui est peut-être moins motivée par l'engagement politique partisan. Et on peut comprendre cette génération quand on voit l'état de la politique partisane, mais qui, au contraire, non pas au contraire, mais qui s'engage dans des combats comme cela. Et c'est ça le plus important. Parce qu'il faut bien vous dire que si vous arrivez à créer une force sur ces sujets qui sont essentiels, qui sont, comme je le disais au début de mon intervention, la défense des valeurs universelles, la défense à ce à quoi nous croyons dans l'espèce humaine, forcément, un jour ou l'autre, les politiques seront obligés de vous suivre. Et donc, votre vocation, c'est de servir en quelque sorte de lanceur d'alerte, d'éclaireur, et de montrer où sont les voies du courage. Alors, je vois des visages, des têtes qui font non quand je dis les politiques suivront. Écoutez, quand on fait de la politique, et comme quand on est un journaliste, quand on est associatif, on sait que le monde n'est pas celui que nous présentent les télés d'information, n'est pas le monde que nous présentent les politiques, c'est pas un monde binaire, c'est pas un monde avec l'axe du mal contre l'axe du bien. C'est le monde, il est complexe. Et la noblesse du journalisme, la noblesse de la politique, la noblesse de l'engagement, c'est de reconnaître la complexité du monde et d'expliciter cette complexité du monde. Ça prend plus de temps que de s'exprimer dans une chaîne de télévision d'information en 1 minute 30. C'est autre chose. Ça demande un effort. Mais ça demande un effort vers ceux qui aujourd'hui sont victimes de cette propagande par la simplification qui est le lit de tous les obscurantismes. Et donc il faut se battre et continuer encore à se battre contre cette dérive et puis contre ce qui est sans doute notre nécessité, ce qui est notre poids, notre fardeau, c'est l'ignorance et la peur de soi. Et notre boulot, le vôtre, et celui d'aujourd'hui, c'est de lutter contre cela. Et de permettre à ceux qui ont vécu cette tragédie, de permettre aussi de faire son deuil, de rendre hommage aux victimes qui ont besoin de cela, qui ont besoin de cette vérité, comme leurs familles, comme l'ensemble de ceux qui sont attachés aux valeurs universelles et qui ont
besoin de cette vérité pour pouvoir vivre ou plus souvent survivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Noël et merci beaucoup de ton engagement. Barbara, je te laisse donc quelques mots avant ta prise de parole tout à l'heure. Oui, je serai extrêmement brève. Ce n'était pas du tout prévu, comme vous l'avez vu dans le programme, que j'intervienne là. D'autant que je n'ai pas écouté les intervenants précédents et que je suis sûre que toutes les choses intelligentes, enfin beaucoup des choses intelligentes qu'il y avait à dire en train d'introduction étaient dites. Mais bien que politique, je n'ai pas l'habitude de squatter les tribunes quand je ne suis pas censée y être. Si je me suis assise ici à l'invitation de Noël et de Benjamin, c'est justement parce que, comme députée, je veux dire mon soutien aux efforts de rupture de tous les négationnismes, et comme socialiste, je voulais dire ma consternation et ma déception que le groupe, c'est pas suite à un débat en groupe socialiste, évidemment, que ça a été refusé, mais enfin bon, c'est quand même par l'incarnation de son président que la salle a été refusée, puisque je pense bien que c'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, je suis juste assise là pour vous dire que malgré tout, il y a aussi des socialistes qui ne partagent pas ça, et il y en a d'autres, y compris des gens qui ne seront pas là aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tous. On va donc commencer avec un premier panel qui s'appelle La France, la jeunesse de France, du Rwanda et d'Europe unie pour la vérité. Donc ça va être assez sportif puisqu'on est déjà en retard. Mais bon, c'est plutôt positif, c'est aussi parce qu'on est nombreux. Il y a de plus en plus d'organisations et de jeunesse qui nous rejoignent dans ce combat, donc c'est plutôt positif. Donc en 2014, à la suite de l'annulation de la participation de la France aux commémorations des 20 ans du génocide, on avait lancé l'initiative qui s'appelle Génocide contre les Tutsis, la vérité maintenant, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et qui réunit les principales organisations de jeunesse françaises, européennes et rwandaises, donc de la jeunesse syndicale, associative, politique, qui souhaitent rompre avec les générations précédentes et rompre avec ce silence qu'on nous impose depuis 20 ans. Donc ce premier panel va réunir les représentants et les représentantes de ces associations qui se sont engagés à nos côtés pour la vérité sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Laura Slimani, vous êtes socialiste et vous avez décidé de vous engager à nos côtés sur ce sujet. Pourquoi ? Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici et d'être présente à chaque fois que possible dans les événements qui visent à promouvoir la quête de la justice et de la vérité concernant le génocide contre les Tutsis au Rwanda et plus particulièrement le rôle d'un certain nombre de responsables politiques français. Pour répondre à ta question, même si j'y répondrai un petit peu plus profondément dans mon propos, le mouvement des jeunes socialistes est un mouvement qui s'est créé en 1993 de manière autonome. Et 1993, pour la famille socialiste, c'est une période particulière. C'est la fin des années Mitterrand. Et les jeunes socialistes, lorsqu'ils prennent leur autonomie, ils la prennent aussi dans une forme de remise en question de l'héritage mitterrandien et de tout ce qui va avec, y compris dans la politique africaine à ce moment-là de la France, que le Parti socialiste au pouvoir a perpétué sans véritablement remettre en cause ses réflexes, et notamment un certain nombre de réflexes néocoloniaux. Donc, c'est un peu dans l'ADN des jeunes socialistes que de rechercher cette vérité. Et bien sûr, après, il y a un certain nombre de facteurs qui sont personnels. Mon prédécesseur Thierry Marshall-Beck, qui avait beaucoup travaillé sur cette question et que je tiens à saluer ici, il n'a pas pu être présent aujourd'hui à son grand regret, mais qui m'a poussé en 2014, 20 ans de commémoration du génocide, à prendre ce sujet à bras-le-corps. Une personne aussi qui à ce moment-là était dans les instances nationales des jeunes socialistes, qui l'est toujours, Jessica Gérondal, dont l'histoire personnelle est aussi liée à ce génocide. Et bien sûr, ça favorise un certain nombre de choses, de prise de position et d'expérience. Et puis aussi, à ce moment-là, la lecture des articles de Patrick de Saint-Exupéry et également le témoignage de Guillaume Ancel dans la revue 21. Un certain nombre de témoignages qui ont fait que je ne pouvais pas ne pas regarder en face et que je ne pouvais pas ne pas porter ce combat une fois que j'avais un certain nombre d'informations que j'ignorais jusqu'à présent. Pour en revenir à cette petite anecdote de changement de salle, d'abord, bien sûr, il nous faudrait bien plus pour nous arrêter qu'un simple changement de salle.
sur un colloque concernant ce sujet. Et donc, bien sûr, c'est petit. C'est petit, mais en plus, les actes d'autorité et les actes d'autoritarisme sont toujours des aveux de faiblesse. On utilise l'autoritarisme quand on n'a plus aucun argument pour justifier notre comportement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est pour ça que c'est révélateur, effectivement, d'un malaise, d'une omerta, parce qu'il faut dire le mot, qui existe aujourd'hui au sein de la famille socialiste, mais aussi dans les partis de droite qui, à ce moment-là, étaient aussi au pouvoir et qui se protègent mutuellement les uns avec les autres. Mais pourquoi ce n'est pas anodin ? Parce que dans mon expérience au sein de la famille socialiste, elle est encore très courte, mais ce dont je me suis aperçue, c'est que notre principal ennemi sur ce sujet, c'est l'ignorance. L'ignorance d'un grand nombre et de la majorité des responsables de mon parti sur ce sujet et sur la vérité de ce qui s'est passé dans ce qui est aujourd'hui palpable et ce qu'on sait, au-delà d'ensuite de ce que des recherches et l'accès à un certain nombre de documents pourraient nous permettre de prouver davantage. Mais y compris sur ce qu'on sait, aujourd'hui, il y a une ignorance crasse au sein du Parti socialiste, au sein de la société française, sur ce sujet qui fait que c'est très difficile d'en parler et de faire comprendre l'importance de ce combat. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de débat, et c'est pour ça que ce débat, il est historique et qu'il est essentiel, parce que si ça nous permet d'avoir des articles de presse, et il y en a eu, et moi... Dans une certaine mesure, je remercie Bruno Le Roux pour ce qu'il a fait, parce que du coup, ça nous a permis d'avoir un petit peu de presse avant le colloque, voilà, et de parler un peu des sujets qui fâchent. Donc, à la limite, tant mieux. J'espère qu'il y en aura d'autres pour parler de ce qui s'est vraiment dit lors de ce colloque. C'est quand même ça qui est essentiel. Mais l'ignorance, elle est aussi celle de nos parents. Moi, quand je discute avec mes parents de ce sujet-là, finalement, la manière dont médiatiquement la situation a été traitée en 1994 était extrêmement flou, trouble, et donc les uns les autres comprenaient qu'il se passait quelque chose qui n'était pas très clair, dans lesquels la responsabilité de la France était un peu floue. Et en même temps, comme aucun travail ensuite n'a été mené, il y a une ignorance et donc l'incapacité à s'indigner, puisqu'on ne peut s'indigner que quand on voit et quand on sait ce qui s'est passé. Donc cette ignorance, c'est aussi celle des politiques, j'en ai parlé. Et puis au sein du Parti socialiste et la famille socialiste, il y a aussi cet aveuglement mitterrandien, quasi mystique, qui met la figure de François Mitterrand sur un piédestal et qui mène donc à un certain nombre d'errements. Et moi, je pense qu'on ne pourra de toute façon être à la hauteur en tant que socialiste, en tant que militant de la justice et de l'égalité, que lorsque nous porterons et que lorsque nous aurons une parole de vérité sur ce sujet. Et donc, juste pour vous dire ce que nous avons fait en tant que jeunes socialistes, en 2014... Bien sûr, on a décidé de se saisir du sujet un peu plus que les années précédentes, même si nous sommes toujours et tous les ans, bien sûr, présents aux commémorations. Nous l'avons donc été en 2014, et nous avions prévu de l'être et d'avoir on n'avait pas prévu que ça devienne aussi important. Moi, j'avais pas prévu que ça prenne des proportions aussi importantes. J'avais pas prévu d'en faire un élément marqueur de mon mandat en tant que présidente des Jeunes Socialistes. Et pourtant, je pense que si vous demanderez, mon mandat se termine bientôt, effectivement, ça l'est devenu. Mais ça l'est devenu pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette réaction indigne de la France de refuser de participer à des commémorations pour une brouille diplomatique et politique. Et moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler du régime de M. Kagame. Je ne suis pas là pour parler de politique politicienne. Et mettre sur le même plan les débats politiques et la commémoration d'un génocide, c'est là l'indignité. Avant et de manière préalable à tout débat politique, la commémoration, elle doit exister. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé à Dijon, c'est grave. C'est pour ça, par contre, que ce qui se passe à Paris en ce moment, avec un travail acharné qui n'a pas été facile, mais qui permet aujourd'hui de commémorer le génocide, eh bien c'est bien. C'est pour ça que c'est bien que ça se passe aussi à Toulouse. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, nous aussi, dans l'ensemble de nos territoires, pour qu'on puisse aujourd'hui, en France, sur tout le territoire, commémorer le génocide et rappeler en permanence notre attachement à la quête de la vérité. Et cette quête-là, nous, on la poursuivra. Alors, on l'a fait effectivement lors d'un voyage avec les GAM, organisé par les GAM au Rwanda, qui, je pense, a marqué tous ses participants à vie et donc qui nous poussera de toute façon toujours à poursuivre ce combat. On l'a mené aussi à plus petite échelle, à La Rochelle, puisque vous savez que c'est la grand-messe, a été évoquée tout à l'heure, des socialistes. Il y a l'année dernière...
Pour la petite histoire, donc Hubert Védrine était aussi invité, puisqu'il est toujours invité au Parti socialiste quand on parle de relations internationales, ce qui par ailleurs est bien sûr tragique sur la question du génocide, mais l'est aussi sur tout un tas d'autres enjeux, parce que je ne pense pas que ça soit l'alpha et l'oméga de ce qu'on puisse dire en matière de solidarité internationale sur plein de sujets. Mais au-delà de ça, nous, cette année-là, on a décidé d'avoir un débat sur le génocide avec Guillaume Ancel, avec Alain qui est ici pour Ibuka, avec Jessica Gérondal qui avait participé donc à notre voyage. Et donc on a décidé d'avoir ce débat, voilà, ouvert à tous les socialistes, ouvert devant l'ensemble des militants socialistes, et aussi d'aller confronter, alors j'ai pas pu y être à mon grand désespoir, mais d'aller aussi se confronter avec Hubert Védrine et d'aller le voir et de le mettre un peu face à ses responsabilités. Et je pense qu'ils vous en diront peut-être un mot tout à l'heure. En tout cas, c'était un moment particulièrement intéressant. Et donc, juste en conclusion, pour pas être trop longue, et je m'en excuse si je l'ai été, simplement vous dire que le moment politique qu'on vit, il est plein de désillusions, et on est une génération qui n'a plus confiance dans les responsables politiques, qui a plus confiance parce qu'on a l'impression que les discours qu'on fait et les discours qui sont faits à la télé, ils sont bourrés d'expressions toutes faites, et qu'il n'y a plus de toute sincérité. Et moi, j'arrive quasiment au terme de mon mandat de présidente des Jeunes Socialistes, et si j'ai appris une chose dans ces 2 ans, et je pense que c'est le cas de l'ensemble des responsables politiques de ce pays, c'est que, alors j'aimerais en tout cas que ça soit le cas, c'est que la sincérité doit toujours venir en premier. Au-delà des réflexes partisans, au-delà des réflexes de sectarisme, au-delà des réflexes de dogmatisme. C'est la sincérité qui doit toujours venir en premier. Et c'est sur cette sincérité qu'il faut compter. C'est cette sincérité que nous, on continuera d'avoir au mouvement des Jeunes Socialistes. C'est cette sincérité que je tâcherai de continuer d'avoir en tant que présidente des Jeunes Socialistes européens. Et plus largement aussi en tant qu'humaniste, en tant que socialiste, mais voilà, avant tout en tant qu'humaniste. Et donc le combat continuera. Et je suis sûre qu'il a de belles pages devant lui. Merci. Merci beaucoup Laura. Charles, qu'est-ce que ça fait pour vous de voir cette jeunesse de France qui se mobilise ici, là-bas, en Europe, en France, et qui vient au Rwanda à vos côtés pour commémorer le génocide? Bonjour. Merci Paul. La question est très simple, mais aussi compliquée. Je dirais que nous sommes très heureux d'avoir une jeunesse unie qui vient de différents pays de ce continent pour nous soutenir et aussi nous encourager dans cette histoire que nous avons vécue. Et l'union de la jeunesse européenne et aussi la participation des rescapés de ce génocide, précisément les jeunes rwandais. Et ça nous fait plaisir quand nous vous retrouvons chez nous et ici et ailleurs, parce que nous voulons transmettre notre histoire dans la jeunesse actuelle et aussi du futur. Et tant que la réconciliation, l'unité et aussi le combat de la vérité sur ce génocide que nous avons vécu. Et quand les jeunes Français viennent au pays de mille collines, qu'on appelle pays de mille collines, le Rwanda, les rescapés se souviennent toujours du passé. Mais quand ils viennent dans la soutenance et aussi dans la commémoration, rendre hommage aux victimes du génocide, c'est une autre chose parce qu'on vous voit dans une image qui est différente du passé. Ça aussi, ça nous fait plaisir d'avoir un groupe de gens qui viennent, spécialement quand ils sont jeunes, parce que ça nous montre que le futur est meilleur pour la jeunesse qui revient. Un grand travail sur la vérité sur le génocide contre les Tutsis, qui a été mené par EGAM en collaboration avec les rescapés du génocide contre les Tutsis. C'est un travail qui, je dirais, de l'héritage national qui est international.
Et aussi, ça nous montre la fraternité entre les compatriotes, je dirais, français, européens et aussi les Rwandais. Merci. Merci beaucoup, Charles. Giorgio, le génocide contre les Tutsis, c'est surtout une histoire française, mais vous êtes engagé notamment pour lutter contre le négationnisme du génocide de Srebrenica en Serbie. Et dès les premières années de cette campagne, vous avez fait le choix de nous rejoindre parce que ce combat résonne beaucoup, j'imagine, pour vous. Alors comment vous voyez ici la situation en France quand vous la comparez à tous les blocages que vous rencontrez en Serbie? Merci Paul. Ça marche? Oui. Ah oui. Donc, bonjour à tous. Le génocide de Srebrenica qui était perpétué contre les Bosniaques par les forces serbes au mois de juillet en 1995 avait plus de 8000 victimes qui ont été tuées pendant seulement 10 jours. Il y a 20 ans plus tard, le combat pour la justice, le combat pour la vérité, le combat contre le négationnisme en Serbie ne cesse pas. L'initiative des Jeunes pour les droits de l'homme, c'est l'organisation où je travaille et c'est un réseau des organisations non gouvernementales à l'ex-Yougoslavie, organise chaque année la commémoration. Cette année, 20 ans plus tard, 20 ans après le génocide à Srebrenica, nous voudrions organiser une commémoration la plus grande. C'était une idée d'un journaliste qui travaille pour BBC à Londres, qui a écrit sur Twitter, je pense, imaginez-vous de rassembler 7000 personnes devant l'Assemblée nationale en Serbie pour commémorer le génocide à Srebrenica. Nous avons lu ce tweet et nous l'avons contacté en lui disant « Ok, nous voudrons organiser cette commémoration ». 2 mois de préparation, 2 mois de campagne, 2 mois de tables rondes, etc., etc. Et une journée avant la commémoration, cette commémoration était interdite par le gouvernement serbe. Ça signifie seulement que la Serbie, en Bosnie, comme la France au Rwanda, a eu un rôle très important, a eu la participation active avant, pendant et après le génocide. La lutte contre le négationnisme en Serbie est vraiment similaire comme la lutte contre le négationnisme ici en France quand il s'agit du génocide perpétué contre les Tutsis au Rwanda. Je pense qu'il y a aussi une très très grande différence. Quand je suis allé il y a 2 années, c'était l'année dernière, M. Patrick de Saint-Exupéry m'a dit George, tout le monde a parlé de la guerre en ex-Yougoslavie, tout le monde a parlé de la guerre en Bosnie, en Croatie, au Kosovo, mais personne n'a parlé du Rwanda. Et ça, c'est vrai. Et c'est une grande différence. Nous avons le combat en Serbie, en Europe et à l'étranger, parce que la silence et le négationnisme n'existent pas seulement en Serbie ou aux Balkans, mais partout. C'est la même chose avec le Rwanda. Mais je crois vraiment que c'est plus difficile quand il s'agit du génocide au Rwanda. Je sais que c'est un type de racisme vraiment, mais il est vrai. Il est vrai qu'il est plus facile de parler, qu'il est plus important, si vous voulez, de parler de Srebrenica ici en Europe que du génocide perpétré contre les Tutsis de Rwanda. Et pour cela, je pense que cette campagne, cette initiative menée par les GAM, ces voyages,
ces tables rondes, ces conférences, etc., peu à peu, vont changer des choses, pas seulement en France, mais partout en Europe et ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giorgio. Merci aussi pour tout le travail que vous faites en Serbie et en ex-Yougoslavie, qui est très important. Je vais maintenant passer la parole à Blaise Cueco, donc, qui est membre du bureau national de SOS Racisme, qui est venu 2 fois les 2 années, donc cette année et l'année dernière avec nous au Rwanda. SOS Racisme est engagé depuis longtemps sur la question aux côtés d'Ibuka France. Donc Blaise... naturellement, SOS Racisme a rejoint l'initiative Génocide contre les Tutsis, la vérité maintenant. Blaise, pourquoi, pour vous, c'est important que ces jeunes d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés ou étaient très jeunes à l'époque se soucient de cette mémoire et de cette lutte contre le négationnisme? Merci Paul. Bonjour. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a une dimension qui est extrêmement forte et importante dans le fait que ce soit une délégation de jeunes qui puissent partir. Pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que lorsqu'on est jeune, on a une capacité à ne pas supporter des choses que d'autres générations ont quelque part, dans une forme de résignation, ont pris le temps d'accepter et donc il y a une capacité à ne pas être indifférent à ce type de problématique, il y a une capacité à s'indigner qui est beaucoup plus forte chez les jeunes. Il se trouve par ailleurs que la jeunesse est très souvent le moteur de changement dans une société et là, en l'occurrence, il y aurait besoin de beaucoup de changements concernant la position de la France sur la question du génocide. Puisque lorsque l'on va là-bas, quand même, ce qui est extrêmement frappant, c'est le fait de ressentir, et c'est très perceptible dans différents lieux de mémoire, c'est de ressentir l'isolement que peuvent ressentir les Rwandais, notamment les Tutsis et les rescapés, l'isolement dans lequel ils sont, puisqu'il n'y a aujourd'hui aucune parole, si ce n'est au Rwanda, il n'y a aucune parole sur la question du génocide, comme si finalement c'était un mauvais souvenir que l'on cherchait à mettre à distance. Et quelque chose d'extrêmement violent, je reciterai la phrase d'Elie Wiesel qu'on a l'habitude d'entendre, qui est que lorsque on ne fait pas le devoir de mémoire, on tue 2 fois. La première fois lorsqu'on commet l'acte, et une deuxième fois en ne se souvenant pas. Et là, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on est, avec ce blocage extrêmement fort de la part du gouvernement français. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que la jeunesse puisse être le moteur de cette mobilisation, puisque ce sont les seuls, je pense aujourd'hui, qui ont la capacité à bousculer les responsables politiques et faire en sorte que la vérité puisse éclater, notamment dans une période où on sait aujourd'hui que les versions données par le gouvernement, ou qui d'ailleurs ne sont pas données, parce qu'en fait il y a un silence assourdissant sur cette question, on sait aujourd'hui que ça n'est pas la vérité. Et dans un moment en plus où le politique est relativement affaibli, notamment par des discours populistes, par des discours extrémistes, je pense que c'est un moment extrêmement important où le politique doit être capable de saisir ça, notamment vis-à-vis des jeunes, et doit être capable de faire ce travail de mémoire, d'enfin assumer ses responsabilités. Contrairement à ce qui peut être dit, ça n'est pas le déshonneur pour la France. Ce qui est souvent dit d'ailleurs, c'est que quand on célèbre le Martin Luther King's Day aux États-Unis, c'est parce que Martin Luther King a aidé les États-Unis à être encore plus fidèles à ses valeurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est exactement la même chose. Je pense qu'en assumant les responsabilités du gouvernement français, on aidera la France à être encore plus fidèle à ses valeurs, et c'est non pas le déshonneur, mais au contraire, c'est l'honneur de la France d'être capable de reconnaître sa responsabilité. Merci. Merci beaucoup Blaise. Nina Lejeune, qui est membre du bureau exécutif des jeunes écologistes, est venue également par 2 fois au Rwanda. Elle a également développé des projets
personnel de son côté au Rwanda. Et tu voulais nous parler du Rwanda d'aujourd'hui et de ce que tu as vu là-bas. Oui, j'avais aussi envie de vous parler de pourquoi est-ce qu'on s'était engagé là-dedans et pourquoi est-ce qu'on continuait à s'engager en tant que jeune écolo et moi aussi en tant que personne. Donc, comme tu l'as dit, on a été dans la première délégation en juin 2014, donc suite à l'annulation de la participation française aux commémorations. On a voulu aller au Rwanda pour porter donc, le message de cette nouvelle génération qui refuse donc, d'être celle du déni, qui porterait un mensonge et donc en tout cas pas la vérité de ce qui a pu se passer au Rwanda en 1994. On voulait aller là-bas à la fois pour comprendre, pour écouter, et puis aussi pour, une fois de retour en France, pouvoir combattre tout ce qu'on peut entendre ici sur cette période de l'histoire donc, du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc on est allé, on a écouté celles et ceux qui ont vécu et surtout qui ont survécu à ce génocide en 1994. On a appris énormément de choses à travers des mots, mais aussi à travers juste des gestes et des regards et parfois juste du silence. Et on a voulu aller ensemble pour porter le message de paix, le message de soutien, rendre hommage aux victimes et surtout dénoncer ce mensonge qui persistait en France. Et puis quand on était là-bas au mois de juin 2014, on avait aussi promis, on avait fait la promesse de revenir. On avait fait la promesse de venir aux prochaines commémorations et de représenter en fait à notre échelle la France, puisque pour nous la France c'est pas uniquement ces quelques responsables politiques de l'époque, c'est aussi tous ces jeunes qui ont fait le déplacement ou pas seulement à venir ici aux commémorations en avril 2015. Donc on était présents à côté d'autres représentants d'autres pays. On était les seuls et uniques représentants de notre cher pays, la France. On a voulu aussi y aller pour, comme vous l'avez dit, briser l'isolement dans lequel sont les rescapés du génocide. Et voilà, il y a une question on est revenu déjà sur l'information qui a pu être donnée ici en 1994 dans les médias, mais aussi quelle information détenaient nos parlementaires et donc nos représentants. On est écologistes fervents défenseurs de la transparence, notamment dans les décisions politiques et sur les décisions politiques de la France à l'étranger aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de rentrer dans une ère aussi de réconciliation donc entre la France et le Rwanda, entre les jeunes Français et les jeunes Rwandais. Et il est important de comprendre l'histoire qui nous lie, l'histoire passée, pour pouvoir continuer. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellée là-bas, c'est la force de ces jeunes, à vouloir reconstruire leur pays, reconstruire leur vie, suite à cette période-là de l'histoire. Et on voit que de pouvoir être au Sénat aujourd'hui et entouré de Français, d'Européens, de Rwandais, d'élus, de membres d'associatifs, de militants, ça nous montre bien que le combat qui est là mené par les GAM et qu'on a tous rejoint et qu'on croit juste. Et notre combat restera pas vain et on va dans la bonne direction pour reconstruire une relation entre la France et le Rwanda et surtout pour retrouver, parler de valeurs universelles. Et je pense qu'il y a une valeur qui est complètement disparue pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, mais pas seulement, c'est l'humanité. Et voilà, je pense qu'on va dans cette direction-là si on s'accorde à comprendre cette histoire et à l'entendre et à la croire, surtout. Voilà. Je vais vous demander, merci à tous, de regagner votre place pour laisser la place aux autres membres de l'initiative. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est nombreux, ce qui est plutôt très bien. Je vais demander à Sacha Gosselin, qui est membre du bureau national de l'Union des étudiants juifs de France, de nous rejoindre, avec Sébastien Ramage, que je n'ai pas vu, mais peut-être qu'il est ici. Non. Est-ce que... bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un de l'UNEF ou ils ont fait comme d'habitude? Non, toujours pas. Bon, alors, Jean de Dieu de Mirindi, qui est président de
l'association des étudiants et élèves rescapés du génocide, AERG, qui est notre second partenaire au Rwanda. Hugo Blanc, qui est ancien membre du bureau national en charge des relations internationales de l'Union nationale lycéenne, et la représentante de la FIDEL, Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Donc on a donc là un panel d'associations d'étudiants, d'étudiants français et rwandais, puisque comme je le disais en introduction, c'est une initiative de la jeunesse française, syndicale, associative, politique. Ici, nous avons les principaux représentants syndicaux et d'associations d'étudiants. On va commencer par Sacha Gosselin, donc, qui est membre du Bureau national des étudiants juifs de France, l'UEJF, donc étudiant et juif. Bien sûr, le génocide résonne dans votre engagement à nos côtés. L'UEJF est engagé depuis de nombreuses années dans ce que vous appelez le dialogue des mémoires entre les jeunes juifs français et les rescapés du génocide. Alors je vais te laisser nous raconter ton expérience, puisque tu es venu l'année dernière, c'est ça, oui, en 2014 avec nous au Rwanda, et vous avez repris ce travail de dialogue des mémoires. Merci Paul. Alors oui, effectivement, je fais partie de l'Union des étudiants juifs de France. Pour vous expliquer un petit peu d'où vient notre engagement pour la reconnaissance du génocide des Tutsis au Rwanda, je pense qu'il faut remonter à l'historique de notre organisation. L'UEJF, c'est une association qui a 70 ans et qui est née au lendemain de la Shoah, dans le maquis toulousain, une association de résistants. Et la première mission de l'Union des étudiants juifs de France, ça a été de réintégrer dans les universités les étudiants juifs qui avaient vécu la Shoah. Et puis, au fur et à mesure, les missions de l'UEJF se sont élargies. Et puis, on a considéré que on entendait trop de discours dans l'espace public selon lesquels on parlerait trop de la Shoah et pas assez des autres génocides. Or, le lien entre la Shoah, entre l'antisémitisme en France et entre cette parole selon laquelle on n'entendrait pas assez parler des autres génocides est très fort. Parce que lorsque l'on dit qu'on parle trop de la Shoah, en fait, on est déjà dans la première étape du négationnisme et on est déjà dans une concurrence des mémoires. Cette concurrence des mémoires, elle est portée par différentes personnes dans l'espace public depuis de nombreuses années, et notamment par des propagandistes de la haine comme Dieudonné, comme Alain Soral, qui affirment qu'on ne parlerait pas assez de l'esclavage, pas assez du génocide des Tutsis, pour revendiquer le fait qu'il faudrait moins parler de la Shoah, moins parler de l'antisémitisme. Et pourtant, le fait de parler de la Shoah, le fait de parler du génocide des Tutsis, c'est deux choses qui sont très liées. Le génocide des Tutsis au Rwanda, ça a été le troisième génocide du XXe siècle. La Shoah a été le deuxième après le génocide arménien. Et au moment où Dieudonné commençait à prendre plus de place dans l'espace public, Benjamin Habtan, qui est aujourd'hui président de l'EGAM mais qui était président de l'UEJF à l'époque, avait entrepris d'organiser un voyage au Rwanda pour un dialogue des mémoires. Alors évidemment, lorsque l'EGAM nous a proposé de participer à ce voyage et que j'ai eu l'occasion d'y partir, j'ai tout de suite trouvé cela très intéressant et j'ai considéré que c'était une chance de pouvoir partir au Rwanda 20 ans après le génocide des Tutsis pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Et au Rwanda, en tant qu'étudiant, en tant que juif, en tant que petit-fils de grands-parents qui ont vécu la Shoah, qui ont été cachés en France, j'ai ressenti un lien très fort avec les Tutsis, avec les Rwandais, qui ont accompli un travail d'unité, de réconciliation face à la haine et à la ségrégation qui existait au Rwanda depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'était un voyage très, très marquant. Au retour de ce voyage, nous avons continué à entretenir des liens avec des organisations en France qui défendent la mémoire du génocide des Tutsis, et notamment Ibuka, avec Marcel Kabanda, avec Alain Ngirichiti. Et avec toutes ces personnes, nous avons
travailler pour qu'il y ait une reconnaissance du génocide des Tutsis en France, à la fois pour qu'il y ait une stèle qui soit érigée, un lieu de commémoration véritable pour que les familles des victimes puissent se recueillir en France, car la France a une responsabilité dans le génocide des Tutsis, et puis aussi en inscrivant dans les statuts de l'UEJF que nous porterons partie civile pour agir en justice à l'encontre des génocidaires français lorsque les premiers procès seront... ils ont déjà commencé, mais en tout cas lorsque nous aurons la possibilité de le faire pour nous porter partie civile et nous joindre aux demandes des associations de rescapés. Merci beaucoup, Sacha. Alors, Jean de Dieu Mérindi est président de l'association des étudiants élèves rescapés du génocide, qui, un peu comme l'a fait l'UEJF à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, est une association qui lutte qui permet la réintégration des étudiants qui ont survécu le génocide. Donc, comme à Charles, je vais vous demander comment vous recevez au Rwanda cette délégation de jeunes Français qui vient commémorer à vos côtés. Thank you. For us, it was better because we was very surprised because we didn't know that the French is silent. But for us, we were very happy to be with you. We were very happy because we really know that it is the transmission of our history to the French people. Because we really know that even if the French politicians intervene or participate during the genocide against Tutsi, but we know that they are a French people who recognize the consequences of the genocide, the role of the French during the genocide. For us now, we really know that even if the French is silent, but the truth doesn't be silent. The whole world will know clearly our history, the genocide against Tutsi. Will know our tragedy during the genocide against Tutsi. So, what we have done, or what you have done as a French people, it's to reject the silent of your government. Even if they participate during the genocide as politicians, but the civil society, you must be recognized the role of your government, and you must support the survivors, the government of Rwanda, so that we can break the silence. Thank you. Je vais maintenant passer la parole à Hugo Blanc. En 1994, vous n'étiez pas né, mais pourtant, ce combat pour la vérité, vous l'avez fait vôtre. Et aujourd'hui, en France, vous vous battez pour que, notamment dans les programmes scolaires, on puisse parler davantage du génocide contre les Tutsis et des responsabilités de la France. Pourquoi vous êtes engagé à nos côtés? Comment ça se passe, ce combat quotidien à l'UNL? Et qu'est-ce que vous en avez ressorti de toute cette expérience? Bonjour à toutes et à tous. Merci Paul pour ton invitation. Déjà oui, donc encore, c'est bon. Ok. Donc nous, l'Union nationale lycéenne, on a participé à l'initiative de l'EGAM. Il faut savoir que déjà, ce qui nous a directement attiré dans ce projet, à part bien sûr tout ce qui est conquérir la vérité et aussi aller vers la reconnaissance de ce génocide, c'est aussi de travailler avec la jeunesse. Il faut savoir que la jeunesse, à travers l'histoire, c'est celle qui a été motrice des plus gros changements qu'on a pu connaître. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, actuelle, elle va se battre pour la vérité et elle va dire au camp social, elle va dire aux politiques, aux associatifs et aux syndicats il faut agir pour aller conquérir cette vérité, et on sera les premiers à porter ce message. Ce voyage au Rwanda auquel on a participé, il a été
forcément très émouvant. On ne repart pas sans, on ne repart pas sans repenser à tout ce qu'on a fait. On y travaille, on y consacre du temps et on se demande aussi pourquoi. Quand j'étais en cours l'an dernier dans mes livres d'histoire, on n'entendait pas parler de ça. On ne sait pas ce que c'est. C'est comme par exemple quand vous abordez la guerre d'Algérie en histoire qui est optionnelle, vous ne savez pas réellement ce qui se passe et ce qu'on vous dit n'est pas totalement la vérité. On essaie de nous cacher en réalité ce que la jeunesse et ce que les futurs, en quelque sorte, les futurs travailleurs de demain ne devraient pas savoir, parce que en réalité, je pense que ça, c'est ce qui fait peur aujourd'hui au gouvernement. Donc nous, au sein de l'Union nationale lycéenne et aussi avec les partenaires, nous nous battons pour cette vérité. Ce que nous faisons, nous parlons forcément à nos camarades de classe, aux gens dans nos lycées, nous les interpellons sur le sujet, nous faisons des actions devant les lycées aussi pour leur en parler, mais il faut savoir que, comme je vous le disais, c'est un sujet qui n'est pas ignoré, mais qui n'est pas du tout connu des gens. Les gens, quand on leur parle du génocide des Tutsis, disent en fait ce génocide c'est le génocide rwandais. Non, c'est le génocide des Tutsis. Il faut faire une différence. La définition d'un génocide, c'est quelque chose de très important et qui eux-mêmes, ceux qui considèrent que c'est le génocide rwandais, ne connaissent pas cette définition. Et nous, on est là aussi pour rappeler que les mots ont de la valeur et qu'il faut savoir donner à la jeunesse toutes les informations pour qu'elle puisse évoluer. Pour continuer sur cette conquête de la vérité, il est clair qu'il est très important aujourd'hui de s'unir tous ensemble, et c'est pour ça que ce projet réunissant associatifs, syndicats et mouvements de jeunesse politique est forcément prometteur, et forcément porteur de nouvelles avancées, et forcément quelque chose qui va faire bouger de l'intérieur, que ce soit au sein de l'appareil politique, que ce soit avec la jeunesse ou dans les associations. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous abstenir de participer à ça, étant porteurs de progrès social et voulant aussi amener la vérité sur ce terrain. Pour conclure, parce que je ne vais pas être très long, comme je le disais, cette vérité-là, elle est cachée. Cette vérité-là, on ne nous la dit pas. C'est des œillères qu'on va enlever aujourd'hui tous ensemble pour pouvoir enfin donner raison aux gens qui ont été massacrés pendant ce génocide. Merci. Merci beaucoup. Marianne, qui représente aujourd'hui la FIDEL, Fédération indépendante et démocratique lycéenne, qui est donc comme l'UNL un syndicat lycéen. Pour vous, même question que pour Hugo, pourquoi vous vous êtes engagé à nos côtés? Bonjour déjà. Et premièrement, et merci pour l'invitation. Je pense que c'est hyper important que la jeunesse soit là, soit représentée aujourd'hui, parce qu'en tant que jeunesse, on défend des valeurs qui sont celles du vivre ensemble et celles d'une France qui est antiraciste et qui doit reconnaître ses responsabilités dans le génocide Tutsi. Déjà, comme Hugo le disait, c'est un sujet qui est relativement ignoré, alors qu'on parle quand même du massacre de 800 000 Tutsis qui ont été simplement massacrés pour le simple fait de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire d'être Tutsis. Donc massacrés dans des conditions effroyables, massacrés à la machette, traqués comme des animaux. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est relativement, comme Hugo le disait, ignoré des lycéens, donc ignoré des programmes scolaires. Et c'est un sujet dont on n'entend pas parler, alors qu'il est extrêmement impératif et de notre devoir de prendre notre part au devoir de mémoire, donc au devoir de mémoire collective, pour rendre l'honneur à ces populations et leur rendre l'hommage. Donc ensuite, si on s'engage là aujourd'hui à vos côtés, c'est parce qu'il y a un message symbolique. Ça montre que la jeunesse, elle est là et elle est prête à lutter contre l'ignorance, contre le développement de tout discours négationniste qui nie le génocide Tutsi, parce qu'il faut quand même savoir que c'est 3/4 de la population Tutsi qui a été massacrée, et que, comme on l'a rappelé, la responsabilité de l'État français, elle est là. Entre 1990 et 1994, l'État français, oui, il a collaboré. Et c'est extrêmement important, en tant que jeunesse,
de dire qu'on est là et que cette histoire, c'est pas celle qu'on tolère, c'est pas celle qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment il y ait une véritable responsabilité de l'État français qui soit vraiment reconnue. Parce que oui, on a pris part dans ce génocide, mais maintenant il est temps de tourner une autre page dans notre histoire et de montrer qu'on est là, qu'on est prêt à soutenir cette population et qu'on est prêt à crier au nom de la vérité et qu'on ne peut pas laisser la désinformation et le négationnisme se développer au sein de la société française. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais, comme tout à l'heure, vous demander de gagner vos places et on va accueillir un dernier round d'associations. Je demande donc à Mustapha Orhan Göztepe, pardon, si je prononce mal, qui est donc porte-parole de Dour2 en Turquie, Géraldine Gilpan, présidente des Jeunes Radicaux de Gauche, Nordine Idir, qui est secrétaire générale du mouvement des Jeunes Communistes, Nisha Mbouli, coordinatrice du service éducation du MRAX en Belgique, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, et Manon El Assaidi, qui représente le mouvement des jeunes socialistes de Belgique. Donc on va commencer par Mustapha, si vous le voulez bien. Mustapha donc, représente et porte-parole de Dour2, qui est une association turque qui veut dire Stop au nationalisme et au racisme. C'est notamment l'organisation qui est membre de l'EGAM en Turquie et avec qui nous organisons les commémorations du génocide arménien en Turquie depuis 4 ans, à Istanbul, sur la place Taksim, avec beaucoup de courage, bien sûr, pour ces organisations turques qui luttent pour la démocratie et la liberté d'expression, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce combat contre le négationnisme, ils le connaissent, et donc c'est aussi, sans hésiter, qu'ils nous ont rejoints dans cette campagne génocide contre les Tutsis, la vérité maintenant. Donc Mustapha, si vous pouviez nous expliquer et nous faire part de ces blocages également, ces obstacles que vous rencontrez dans votre combat et qui sont très similaires à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais aujourd'hui vraiment parler de la reconnaissance, mais ce n'est pas le cas. Je dois justement parler un peu du déni, en effet, parce que même après 100 ans de silence, ce qui est vivant aujourd'hui, c'est le déni, oui. Et je voudrais peut-être dire quelques mots sur le génocide arménien, mais je ne sais pas si c'est vraiment la peine, parce que c'était 100 ans avant le génocide arménien, et aujourd'hui, on vit vraiment dans le déni en Turquie. Et puis, je dois juste dire quelques mots sur ce qui s'est passé juste en 2 mois derniers. D'abord, le contenu des livres de l'histoire qui est obligatoire pour le 10e classe est changé. Et la déportation des Arméniens, selon le livre, est devenue comme fait pour la protection de leur vie. Et après ça, l'ancien chef de la commission de l'histoire de la Turquie a dénoncé que tout ce qui se passe dans le pays dans le combat entre la minorité kurde et le gouvernement est causé par les crypto-arméniens, les Arméniens cachés dans la nation de Turquie. Un peu plus tard, le porte-parole de AKP, un professeur de constitution, a déclaré que il faut faire l'examination aux militants kurdes tués pendant la guerre pour voir si ils sont comment on le dit, pour voir s'ils sont circoncis, parce que qu'on voyait
s'ils sont terroristes, ils doivent avoir un lien assez fort avec l'Arménie. Après quelques semaines, oui, après avoir comment on dit, English. So the state is imposed a nighttime curfew on a small city called Cizre, and during 7 days, the 23 people died in Cizre, and all that 7 days, the police announced from the cars that you are all Armenian, you are all threats. And this is the situation in Turkey about the negotiationism, let's say. And just 2 news from the last week, let's say. The European Human Rights Court decided that one of Turkish figure, Doğu Perinçek, is now innocent, about to say that genocide Armenian didn't happen. That is now the right of speech in Europe. And he's been actually supported by 3 different parties of Turkey. He's been supported by MHP, the Nationalist Party, by CHP, Social Democrat Party, and AKP, ruling party, Conservative Party. But I should say that this is the situation if you have a history of 100 years of negotiation in the country, and the negotiation is really become the part of your identity, a really important, fundamental part of your identity. And the final word about this negotiationism, let's say, in a newspaper in Germany, there's a news about Merkel's meeting with Erdogan, our President of the Republic, saying that the discussions on refugees actually has a new effect, that the new draft of law about the Armenian genocide in Germany has been cancelled or postponed in a future that we don't know. So maybe I should just say that if you have a history of denial, it is kind of becoming really normal to have this it's not passing in the past, you know. The denial is something that you are living now at the present. I hope that our experiences with other groups help each others to combat that. Thank you. Thank you very much. Alors, il expliquait rapidement, il donnait des exemples. À partir du moment où j'ai commencé à prendre des notes, quand il a parlé en anglais, il donnait des exemples de comment
négationnisme turc se manifeste et peut avoir des impacts très forts encore aujourd'hui, 100 ans après le génocide. Il expliquait que dans le conflit qui oppose l'État turc à sa population kurde aujourd'hui, il y a un couvre-feu qui avait été imposé dans une ville dans le Kurdistan qui s'appelle Gizre, où récemment 20 personnes ont perdu la vie. Et il expliquait que la police turque encerclait la ville et criait « Vous êtes tous des Arméniens, vous êtes tous des traîtres ». Donc en gardant toujours bien sûr cette haine envers la communauté qui est associée à l'image de la traîtrise. Il expliquait également, il donnait l'exemple aussi du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme cette semaine dans le procès Perinçek, qui était donc un nationaliste turc qui niait l'existence du génocide et qui a gagné son procès puisque sa liberté d'expression vaut plus que la négation du génocide, et qu'il était soutenu bien sûr en Turquie par les principaux partis politiques, le MHP, un parti nationaliste, le CHP qui est un parti socialiste, et bien sûr le AKP au pouvoir. Et donc il disait aujourd'hui, 100 ans après, la négation du génocide fait partie de l'identité, et qu'il donnait aussi l'exemple d'une rencontre entre Merkel et Erdogan sur des négociations sur les réfugiés, et qui expliquait qu'il y avait du coup un report en Allemagne de la loi sur la reconnaissance du génocide arménien, donc ce qui montre l'éternelle présence en fait de cette question-là dans la diplomatie turque. Et donc il explique qu'il faut faire attention parce que cette histoire, lorsqu'elle est niée, le négationnisme devient normal, il est partout, on doit vivre avec tous les jours. Et il dit donc sur ces questions-là, nous devons nous entraider. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Géraldine Guilpan, donc, qui est présidente des Jeunes Radicaux de Gauche. On a plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander de faire assez court. Alors Géraldine, vous avez souhaité parler, vous êtes donc engagée à gauche dans le Parti des Jeunes Radicaux de Gauche. La négation et des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis pose des problèmes de démocratie dont vous aviez voulu parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul. Oui, l'engagement des Jeunes Radicaux de Gauche dans la campagne pour la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, aujourd'hui, elle nous paraît évidente, tant elle rejoint des valeurs d'humanisme, de volonté démocratique, comme d'autres intervenants l'ont souligné. Mais cette démarche n'était pas forcément évidente pour nos débuts, pour le simple fait qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qui s'était passé. Les faits, alors c'était en 94, certains d'entre nous étaient nés, mais très jeunes, et d'autres non. C'est vrai que les différentes versions, le silence sur l'histoire du génocide faisait que notre génération ne connaissait pas ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est un grand merci à l'EGAM de nous avoir fait connaître et de nous avoir donné la responsabilité aussi à nous de défendre la vérité, en tout cas de défendre la recherche de la vérité au niveau français. Du coup, cette responsabilité, après cette prise de conscience, en réalité, donc on l'a pris pour la faire partager, pour être un peu un passage de témoins, de témoignages qui nous viennent aujourd'hui et dont certains font plus exactement l'écho dans la journée. Et donc, évidemment, il y a un combat sur l'opinion publique, médiatique qui est porté, mais aussi un combat qui doit aller jusqu'à une reconnaissance juridique des faits et des responsabilités. Alors cette volonté qu'on porte d'une reconnaissance plus juridique, elle se fait de manière globale au niveau de l'État français et de sa responsabilité dans le génocide, mais aussi de manière individuelle sur des responsables à chaque échelle. Voilà, des événements qui sont passés en 94. La France dispose d'outils juridiques pour cette reconnaissance. Notamment, elle dispose depuis 1996 d'une compétence universelle pour se prononcer sur des actes commis à l'étranger. Donc il n'y a aucune raison que la justice française ne puisse pas se saisir plus amplement de la question.
Et d'ailleurs, la France a été condamnée par la CEDH en 2004 sur la lenteur des procédures mises en place. Et faire passer ce message aussi qu'en France, il y a encore voilà, des gens qui sont responsables à certains niveaux du génocide et voilà, qui sont soupçonnés, que leur responsabilité doit être établie. Et on parle souvent d'un manque de volonté politique. Et en tant qu'organisation politique de jeunesse, notre responsabilité est d'agir sur cette volonté politique et de porter ce combat au niveau français, mais également européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nordine Idir, vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes. Et j'avais souhaité vous poser la même question. Vous êtes engagé depuis 2 ans aussi dans cette campagne. Pourquoi les jeunes communistes nous ont rejoints et qu'est-ce que ça pose pour vous, comme vous avez souhaité parler de qu'est-ce que ça implique en tant que Français, le rapport à notre démocratie française, à notre justice française? Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'EGAM qui depuis 2 ans fait ce travail formidable et sur lequel aussi on peut travailler sur d'autres questions, notamment sur des génocides en Europe, des discriminations en Europe. Pour nous, il y a 2 événements, enfin il y a un élément central pour notre génération, c'est on nous apprend à travers une histoire souvent dépolitisée que après 1945, il y a eu des institutions internationales, des dispositions juridiques pour faire face aux crimes contre l'humanité, les prévenir, qu'il n'y aurait plus jamais ça. Et la décennie des années 90 a effectivement connu 2 génocides. Et du coup, pour nous, c'est une réalité qui fait mal, voilà, que malheureusement, on n'apprend pas forcément effectivement de la bonne manière dans le milieu scolaire. Et puis du coup, en tissant un peu les liens, en allant fouiller, on voit qu'il y a aussi une part de silence et de mensonge de la part des autorités françaises et qui est criminelle parce que dans un génocide, le silence, c'est avant tout le silence de la raison, c'est le silence de tout ce qui fait humanité et qu'effectivement, c'est peut-être le génocide des Tutsis, mais c'est une atteinte à la dignité de tous les humains sur cette planète. Parce que c'est la négation d'une part d'humanité de certains et de certaines. Donc voilà, il y a cet enjeu-là pour nous de plus jamais revivre ça. Surtout que il y a c'est tout un fil, toute une histoire à retracer. Et on se rend compte qu'à chaque fois dans les génocides, ce sont des mots, ce sont des paroles qu'on a laissé libérer pour discriminer. Et ces mots-là appellent à la violence. Et appelle à la violence absolue à un moment quand ça va au génocide. Voilà pourquoi pour nous c'est un enjeu et que c'est important pour le relier aux enjeux de maintenant quand on voit la place que prennent les discriminations, les violences de tous ordres dans notre société. Et puis surtout pour montrer une chose, c'est que la bataille de l'histoire, elle est permanente, que ce qui pouvait être acquis ne l'est jamais. Et qu'il y a une expression, en tout cas, qu'il ne faut jamais laisser passer, c'est l'idée qu'il faut laisser du temps au temps pour libérer la parole. Je crois que ce n'est pas le cas. Et quand je dis que malheureusement, des fois, la raison s'est tue, il y a toujours eu des voix, au début un peu dissonantes, un peu isolées, qui ont fait ce travail-là et qui deviennent majoritaires. Et pour nous, notamment, ça passe par la question de l'éducation populaire, d'informer au maximum dans tous les espaces possibles. Et si les élus, en tout cas ça doit être leur rôle, peuvent être utilisés à ça, c'est salutaire. Je crois que c'est toutes les démarches unitaires populaires qui doivent jouer. Et puis pour nous aussi, parce que le Rwanda est en Afrique, ça pose aussi la question de la politique de la France en Afrique, de sa responsabilité et de sa complicité avec des régimes infâmes. Et pour ça, vu que ça se fait au nom des valeurs républicaines et que ça se fait en notre nom, on a aussi un rôle d'interpellation dans ce cadre-là. En tout cas, voilà, on sera de toutes les initiatives pour faire connaître la vérité et mener ce travail d'éducation populaire. Encore, je dis bravo à l'EGAM pour avoir initié et interpellé le maximum d'acteurs et d'organisations de jeunesse. Merci beaucoup Nordine.
Nisha Mbouli, donc, qui est coordinatrice du service éducation au MRAX, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en Belgique. La Belgique, comme vous le savez, a eu également une responsabilité dans le génocide, puisque c'était la puissance colonisatrice, et c'est pendant la colonisation que l'ethnicisation de la différence entre Tutsi et Hutu a pu se faire. La Belgique a fait un travail sur ses responsabilités. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais Nisha et Manon, venus de Belgique, vont aller nous parler de ce travail qui a été fait en Belgique. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous, la question de la responsabilité d'État belge, on en a discuté il y a 18 ans. Donc en 1997, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur les événements au Rwanda. Et durant 1000 pages, des sénateurs ont questionné les hauts responsables, autant militaires que civils, sur la responsabilité de la Belgique avant, pendant et après le génocide des Tutsis. Et dans ce rapport, les responsabilités ont été clairement établies, les responsabilités de l'État belge et du gouvernement et du Parlement, surtout parce que le Parlement n'a pas réagi à temps. Le Parlement n'a pas su ou ne s'était pas assez inquiété de ce qui se passait au Rwanda. Le Parlement n'a pas essayé d'avoir des informations crédibles par rapport à ce qui se passait au Rwanda alors qu'il avait les moyens de le savoir. Le gouvernement a été aussi pointé du doigt, notamment par rapport à sa politique menée au Rwanda, et surtout du fait qu'il a accepté de participer à la mission au Rwanda alors qu'il y a le passé colonial de la Belgique, l'histoire commune entre la Belgique et le Rwanda. Je pense que ce travail a été fait grâce, malheureusement, à l'assassinat des 10 paracommandos. S'il n'y avait pas eu ces victimes belges lors du génocide, jamais il y aurait eu une telle commission parlementaire, parce que la famille des victimes cherchait à connaître la vérité. Et c'est grâce à eux que cette commission parlementaire a pu faire son travail. Il y a eu un vrai travail d'inquisition, parce que si en France, il y a aussi une commission parlementaire, mais contrairement à la Belgique, les parlementaires, les hauts gradés de l'armée qui ont été questionnés ont été poussés dans leur retranchement. Ce n'était pas du tout des auditions un peu diplomates, c'était vraiment... ont poussé les parlementaires dans leur retranchement. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un début de vérité. Et en 2000, le Premier ministre belge s'est excusé. Et ils ont même souligné que c'était un devoir pour la famille des victimes de connaître la vérité pour pouvoir avancer et tourner la page. Merci beaucoup. Manon El Saïdi, qui est donc déléguée du mouvement des jeunes socialistes de Belgique, qui a rejoint l'initiative depuis le début, donc depuis 2014. Même question que Nisha. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire en Belgique comme travail sur la mémoire de ce génocide et sur les responsabilités? Je vais d'abord commencer par vous remercier pour cette initiative et vous en féliciter. Pour ce qui reste à faire, je pense que c'est à la jeunesse que reviendra ce rôle. Déjà, mettre à l'agenda la responsabilité de nos pays dans ces relations internationales est fondamental pour la jeunesse. Fondamental parce que finalement, nous serons porteurs de la démocratie de demain. Et donc, nous devons garder en mémoire tout ça, oui. En mémoire l'ensemble, pas seulement ce génocide-ci, comme on disait tout à l'heure, l'ensemble des génocides que nos sociétés ont connus. Et surtout l'implication donc de nos prédécesseurs dans ces exactions. Donc, quand nous, l'EGAL nous a proposé de participer à cette initiative et de participer au voyage au Rwanda, ça a été très important de les suivre parce qu'il fallait que nous constations les cicatrices laissées par nos aînés 20 ans plus tard. Et ça fait partie de ce qui permettrait une mémoire de choses que finalement nous n'avons pas connues. Et si nous les connaissons aujourd'hui, ce n'est qu'indirectement.
Et au-delà de la mémoire, finalement, ce sont les valeurs qui ont été bafouées aussi, que nous devons absolument raviver dans chacun de nos actes, dans chacune de nos initiatives qui seront politiques ou engagées. Ces valeurs vont devoir être. Elles vont devoir être et nous allons devoir condamner et refuser tout discours de haine, tout discours négationniste. Et surtout, ce qui reste à faire, c'est continuer à informer et éduquer les jeunes, les moins jeunes, à ces tristes événements, mais à l'histoire et aux valeurs qui y sont attachées. Je voulais revenir aussi sur cette commission Rwanda et saluer un de nos anciens premiers ministres, Guy Verhofstadt. Cet homme a travaillé à mettre en exergue finalement les atrocités et surtout la responsabilité de ses prédécesseurs dans ce terrible génocide. Et a mis de côté une orgueil nationale finalement en se rendant sur place et en portant un discours de pardon, ce qui finalement met la honte de côté et c'est un minimum de décence. Et parce que dans nos combats futurs, nous allons devoir porter finalement une politique de transparence et humaine. Nous soutenons, jeunes socialistes de Belgique, votre combat pour l'ouverture de ces archives. Voilà. Et pour avoir une vérité, oui, et maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous. On va terminer donc ce panel de l'après-midi avec une prise de parole de Alain Djouchuti, qui est vice-président d'Ibuka France, qui nous a accompagnés bien sûr dans ces délégations et dans cette campagne depuis le début. Alors, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation de l'EGAM. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, mais je voulais résumer tout ça en un mot avant de vous dire ce que ça peut être pour un rescapé, le combat et le sens de la vérité en ce qui concerne l'histoire du génocide contre les Tutsis. Tout ce qui s'est passé ici, quand j'ai vu tous ces jeunes s'exprimer, c'est vraiment génial. C'est génial. Ça fait chaud au cœur. Quand je me rappelle que pendant le génocide, au Rwanda, on était laissé à l'abandon de l'humanité. Cette humanité qui a été autrefois bafouée par nos aînés, de voir aujourd'hui qu'il y a une tentative de réparation par la jeunesse. C'est vraiment super. Je vous encourage, les jeunes, continuez. Alors, on a parlé beaucoup du déni et du négationnisme. Je crois effectivement qu'on a un ennemi commun qu'il faut combattre, qui est l'ignorance. Tant qu'il y aura l'ignorance, le négationnisme va persister. Et tant qu'il y aura le négationnisme, il y aura forcément des génocides ailleurs. Donc, si on ne tire pas de leçons de l'histoire, si on n'apprend pas de l'histoire, alors ce qui s'est passé dans le passé peut se reproduire. Quant à moi, je voudrais vous dire quand même le sens de mon engagement au sein de l'association et pour que la vérité soit dite ici en France en ce qui concerne le génocide des Tutsis. Après avoir survécu au génocide, j'arrive en France en 2001 pour faire mes études et échapper au climat pesant, celui qui me contraignait de vivre au quotidien avec nos tueurs sur la terre de mon extermination. Je voulais aussi par là fuir mon histoire douloureuse. Mais l'espoir d'apaisement cherché en France fut déçu quand, en toute bonne foi, un ami m'offre un livre sur le Rwanda, croyant me faire plaisir. Or, ce livre niait l'existence du génocide et nous rendait, nous les Tutsis, responsables de notre tragédie. Et voilà que d'autres discours encore faisaient écho à celui-ci.
ceux de certains responsables politiques français parlant des génocides au Rwanda, des terribles guerres interethniques, ou diluant la spécificité du génocide dans les grandes explications géopolitiques. Effondré de découvrir son négationnisme décomplexé, je ne pouvais rester silencieux. Alors j'ai décidé de m'engager au sein de l'association Ibuka, que vous connaissez, pour défendre la mémoire des victimes, celle des miens. Cet engagement m'a amené à rencontrer des élèves, comme ici aujourd'hui, les étudiants, des militants associatifs comme l'UIGF, à l'époque quand j'ai rencontré Benjamin Apton, ou SOS Racisme, des institutions comme le Mémorial de la Shoah, que je salue au passage, des élus locaux. Tous m'ont témoigné de leur solidarité et ont dévoilé une humanité profonde, mais aussi une réelle compréhension de mon expérience. J'aimerais partager un souvenir qui m'a marqué avec vous, celui d'une rencontre avec des lycéens dans le lycée de la banlieue parisienne. Ça m'a tellement frappé de voir que leurs questions étaient témoignées d'une véritable prise de conscience de la vérité et de la gravité et surtout de l'importance de ce qui s'était passé au Rwanda. Mais alors, quel contraste dès lors entre ces personnes et une classe politique figée dans le déni. Et c'est précisément le déni des responsabilités françaises dans le génocide qui conduit à nier ou à relativiser l'événement. Tout le monde le sait ici, ce colloque est né dans la douleur, en raison de ce déni persistant. Face à une telle situation, on ne peut que saluer l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui, conduite par la jeunesse française, mais aussi européenne et rwandaise. Cette mobilisation montre la détermination de faire la lumière sur le passé trouble de la France. Courage politique qu'on doit à une nouvelle génération. Et pour finir, je souhaiterais rendre hommage au maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui va inaugurer un jardin de mémoire le 23 novembre prochain dans le 13e arrondissement de Paris. Ce geste répond à l'exigence du respect et de l'humilité face au dernier génocide du XXe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va donc clore ce premier panel. Je tiens juste, avant de passer la parole à Benjamin, à mentionner 3 autres organisations qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais qui sont engagées à nos côtés. C'est l'organisation allemande Antonio Amadeo Stiftung, qui travaille sur les questions de négationnisme et de lutte contre l'antisémitisme en Allemagne. Romani Chris, qui est la plus grosse organisation rome d'Europe et qui est basée en Roumanie, travaille sur la mémoire du génocide rome, et l'association UGAB Jeunes, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, qui sont les jeunes Arméniens de France.